Bonjour, chers amis, bonjour. J'aime tellement cette musique que parfois je resterai comme ça à l'écouter avec vous et ce serait déjà un grand bonheur. Mais pas aujourd'hui en tout cas, parce qu'aujourd'hui, mon invitée, c'est une invitée toute particulière. Je vous la présente. Bonjour Myriam. Bonjour Yael. Myriam Ezra, vous la connaissez, pour beaucoup d'entre vous, vous l'avez déjà vue. C'est la propriétaire de la librairie du foyer à Tel Aviv. Librairie du foyer que l'on va voir dans pas longtemps et sur nos écrans, que vous connaissez déjà. Et donc, qui mieux qu'une libraire pour venir parler, papoter avec moi aujourd'hui de livres? Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de me recevoir dans votre émission. Et je vous ai demandé, Myriam, pour venir, que vous ayez un ou deux livres dont vous nous parleriez, dont vous avez aimé la lecture, puisque vous savez déjà, et puis vous n'avez pas le tempérament, vous non plus, à taper du sucre sur le dos des auteurs qu'on n'aime pas. Donc, on va parler de ce qu'on aime. Et vous êtes venu avec, je le montre parce que je les montre, avec deux livres. Mais je crois qu'on parlera d'autres titres aussi. Donc, je les montre à la caméra. Nous avons Soyez heureux. Alors, Soyez heureux de Ivan Jablonka. En camping-car, c'est le titre exact. Oui, je lis derrière. Oui. En camping-car. Mais ça n'empêche pas. Et on va commencer par celui-là. Ça a l'air, quand on regarde ce livre, que je n'ai pas lu, puisque je vous ai demandé d'apporter, et c'est vous aujourd'hui qui allez faire la journaliste et me donner envie de le lire. Mais j'ai été surprise quand je l'ai vu, parce que pour moi, Jablonka, c'est l'auteur de Laetitia ou La fin des hommes. Il a eu le prix de Médicis avec ça il y a 3 ans, et qui est un livre, tout ce qu'on veut, très bon, très très bon, pas particulièrement drôle. Non, c'est vrai. Alors celui-ci, pourquoi l'avez-vous aimé? Il sent déjà l'été, il sent déjà la légèreté. Racontez-nous, on a besoin de ça. Ça, c'est l'art des couvertures françaises aussi. On vous met en condition. Oui. C'est des jolies couvertures. Oui. Et en fait, je crois que là, après avoir écrit ces livres un peu difficiles, ce livre-là dont vous parliez, et puis ce livre sur la Shoah, où il parle de ses grands-parents, et puis aussi, tous ces livres un peu difficiles, là, il s'est un peu fait plaisir aussi à décrire ses vacances heureuses, ces moments heureux qu'il a passés avec ses parents, son frère et puis d'autres amis de ses parents, en camping-car, dans un combi Volkswagen. Ah oui, bien sûr, c'était ça à l'époque, bien sûr. Son père, qui était orphelin de la Shoah, quand même, a acheté un combi Volkswagen. Mais ça l'a marqué tout. Ouais. Et donc, il raconte, c'est un genre de récit d'enfance, récit de ses vacances, mais comme c'est un historien, comme vous le disiez, c'est aussi sociologue, il le fait il mène comme une enquête de sa propre enfance. Il nous retransmet, en fait, cette époque-là, l'époque des années 80, donc il fait ces voyages-là, c'est entre 6 et 10 ans, c'est dans les années 80. C'est l'époque d'avant les téléphones portables, d'avant Internet, d'avant toute cette technologie, d'avant toute cette... oui, tout ce qui est de progrès, mais qui crée des difficultés, de l'éloignement. Parce qu'à l'époque, on écoutait des cassettes qu'on devait retourner. C'est vrai. Mais de toute façon, le camping-car Volkswagen, ça dit tout. Ça parle de l'époque, ça parle de la façon, du mode de vie, ça parle de tout ça. Voilà, exactement. Bien sûr. Et lui, il partait donc en vacances. Et tous les ans, il partait... dans un autre pays, alors ils ont dû faire à peu près tout le bassin méditerranéen, avec ses parents, et il nous retrace donc tous ces moments-là qui vont sûrement parler à beaucoup de monde, parce qu'en fait, moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais partie en camping, et du coup, on retrouve un peu notre enfance finalement. Oui. Mais en plus, il donc analyse cette époque-là. Il nous fait un compte-rendu social. D'accord. D'accord. Alors moi, je voudrais vous demander, est-ce que à cette époque-là, dans ce livre, et d'après lui, bien sûr, parce que sinon on a la réponse, est-ce qu'à cette époque-là, c'était la liberté qui primait? C'était la liberté, c'est vrai. C'était exactement ce qu'il ressentait dans ce combi, puisque il suffisait de fermer les portes pour être finalement chez soi, mais aussi partir sur les routes et se sentir complètement libre de s'arrêter où on veut. D'ailleurs, il appelait ça les spots. Les spots, c'est s'arrêter n'importe où dans la campagne, sur un parking, puisque de toute façon, ils étaient avec leur maison sur le dos. Donc, ils étaient libres de s'arrêter
partout. Mais en même temps, ils étaient tous enfermés dans ce véhicule aussi. Oui, donc il fallait jongler justement avec... C'est pour ça qu'il y a tout ce point de vue social. Il fallait quand même s'arranger avec tout le monde. C'est vrai qu'ils étaient enfermés, mais leur père voulait les rendre heureux. Leur père, qui est donc cet orphelin de la Shoah, son plaisir le plus grand, c'était que ses enfants soient heureux de faire ces voyages. Vous vous rendez compte comme c'est magnifique comme c'est extraordinaire quand on entend que le but d'un père ou d'une mère, c'est de rendre l'enfant heureux et non pas de rendre l'enfant comme lui voudrait que l'enfant soit. C'est vrai. N'est-ce pas ? Vrai. Là, c'est autre chose. Hein. C'est vrai. Mais pourtant, il y a un moment, vous m'avez lu quelques lignes que j'ai trouvées belles, simples et tellement vraies, où il parle de sa propre liberté. Vous voulez nous les relire ici et les lire pour nos éditeurs et nos auditeurs. On finit par être contaminé parce que c'était sa liberté à lui tout seul. Là, sa liberté à lui tout seul. En fait, ce livre, c'est aussi chercher finalement d'où il vient. Comme il fait dans d'autres. Hein, oui, c'est ça. Oui. J'étais libre parce qu'il n'y avait pas de ceinture à l'arrière et que nous nous déplacions dans l'habitacle pendant les trajets. Parce que je pouvais flâner dans les musées sans les visiter. Parce que je pouvais rester des heures à jouer dans les vagues. J'étais libre parce qu'on campait n'importe où. Sur les plages, les débarcadères, les parkings, au bout des jetées, dans les clairières. Parce que mon sac de couchage était un vaisseau spatial avec des manettes et des cadrans intégrés. J'étais libre parce qu'aucun cahier de vacances ne venait prolonger le travail scolaire de l'année. Parce qu'une pression se relâchait. L'urgence était suspendue. Parce qu'on changeait de destination tous les ans. Parce que nos spots ne figurait dans aucun guide de voyage, et que cela ne coûtait rien de se perdre, l'égarement n'étant qu'un autre chemin. J'étais libre de m'éprouver juif errant, tout en étant protégé par un État. C'est joli. C'est très joli, puis c'est très puissant aussi. Et ça nous rappelle, parce qu'on finit par l'oublier, que c'était un temps où il n'y avait pas tant d'interdits. Et les interdits aujourd'hui... moi, me choque, même si je reconnais interdire à 80 à l'heure et pas plus, interdire ci, interdire ça. Mais regardez, récemment, il y a eu une campagne, on s'en va très loin là maintenant. Oui. Hein. J'espère que vous suivez. Récemment, il y a eu une campagne contre l'alcool. De la prévention, hein, j'arrive plus à retrouver l'expression exacte. Et cette campagne disait 2 verres par... 2 verres ça va, oui, un verre ça non, va. Avant c'était un verre ça va, 3 verres bonjour les dégâts. Et maintenant, dans la nouvelle campagne, qui me semble s'est arrêtée après qu'il y a eu des protestations, on disait que pour être contrôlé positif, c'était 2 verres et non plus un verre comme avant. Voilà, ça date de quelques jours, quelques semaines. Et ça m'a fait réfléchir. Je savais pas que j'allais vous recevoir avec ce livre et qu'on allait parler liberté, mais ça m'a fait réfléchir quand même parce que je me suis dit, et je voudrais savoir si vous avez le même sentiment, partout où je me tourne, tout est cadré et souvent interdit. Est-ce que c'est pas votre sentiment ? Moi, je prenais ma voiture avant. J'étais pas folle, j'allais plus vite quand je pouvais le faire, moins vite quand je devais le faire, et je savais le faire. J'avais passé un permis. C'était pas codé comme ça. Mais peut-être que les gens n'ont pas la maturité qu'on avait avant. Peut-être qu'il faut qu'on leur donne des lois et qu'on leur donne des interdits pour que... Ça dépend aussi quel pays. Je ne sais pas, vous parlez d'ici en Israël? Non, je parle de la France. Je ne suis pas depuis longtemps en Israël, donc je ne sais pas encore. J'ai pas le sentiment d'avoir des interdits. D'ailleurs, vous pouvez me le dire. Est-ce que c'est comme en France? Moi, je parlais de ce que je connais en France. Ça fait longtemps que j'habite plus en France. Oui, alors en Israël, comment c'est? En Israël. Oui, c'est vrai qu'il y a des interdits, mais sinon c'est la jungle ici, parce que les Israéliens sont ce qu'ils sont. Ils sont libres en fait, et puis ils s'en fichent, et puis ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est pour ça c'est pour ça que l'économie va bien finalement, parce qu'ils n'ont pas peur et parce qu'ils font des choses et parce qu'effectivement il y a des bons côtés, parce qu'ils tentent les startups, tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas peur, ok, mais du coup il faut quand même un peu les canaliser. Vous voyez ce qui se passe avec les trottinettes électriques, les vélos électriques. Là. Oui. Il y a 2 autoroutes, là, la route, puis après il y a l'autoroute des trottinettes électriques, et c'est tout juste si on arrive à passer sur le trottoir. Et donc c'est vrai qu'il faut légiférer tout ça, parce que... Oui, c'est vrai. Ici, en France, il y a eu le premier mort hier ou avant-hier à cause des trottinettes électriques. Donc c'est vrai, il faut légiférer.
Mais je ne sais pas, il me semblait que c'était plus facile. Mais à l'époque, c'est vrai qu'en parlant des ceintures... Oui. Moi, j'avais une DS. Mon père avait une DS et on partait en DS avec une caravane aussi. Et la DS, c'est un vrai salon. Enfin, c'est très confortable. Oui. Sauf que ça monte et ça descend. Donc alors là, c'est pas toujours... je sais. Vous réveillez certains souvenirs. On était 4 enfants à l'arrière et on roulait beaucoup la nuit. Et en fait, j'étais moi-même par terre, parce que la DS, il n'y a pas de... Au milieu, il n'y a pas de séparation. Donc, en fait, c'est un beau tapis bien moelleux. Sur le siège arrière, mes 2 sœurs dormaient là. Et sur la lunette arrière, qui était très vaste, mon petit frère dormait. Donc, effectivement, on n'était pas obligé de mettre les ceintures à l'époque. Bien sûr, c'est vrai. Moi, je me rappelle que ma mère faisait dormir ma petite sœur sur la lunette arrière. Voilà. Là, je vous écoute et je me dis, mais comment on a pu faire ça C'est vrai, aujourd'hui, ce serait impensable. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il y avait... Effectivement, il y a moins de voitures, il y a moins d'accidents, je ne sais pas. Tout est lié au progrès. Je sais pas, mais il faudra qu'on en reparle. Oui, mais revenons en camping-car, parce que je voudrais savoir comment vous avez trouvé l'écriture. Est-ce que c'est un livre qui se lit aisément, comme ces autres livres? Tout à fait, justement, et toujours aisément. Aussi et malgré bonne, tout, elle nous apporte beaucoup. Et c'est entre le récit et l'histoire, parce qu'on sent quand même l'historien derrière, mais c'est très facile à lire. C'est pour ça que je vous le recommande, et même pour l'été, parce que c'est pas du tout... Vous avez entendu, c'est un conseil de professionnel et c'est aussi pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Donc, en camping-car de Yvan Jablanca, et vraiment que vous trouverez à la librairie du foyer, comme je vous le dis pour chaque émission. Vous voulez le livre, allez à la librairie du foyer, rencontrez Myriam et elle vous conseillera. Et Myriam, on pourrait en parler encore longtemps, je sais, mais je voudrais aussi que vous parliez de celui-ci. Donc, c'est Hubert Mingarelli et son livre « 4 soldats ». Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Hubert Mingarelli. Et moi, qui fais des émissions littéraires depuis si longtemps, je ne le connais pas, je vous l'avoue. Je ne le connais pas, mais c'est pas grave. On va le connaître, on va le découvrir avec Myriam. Je peux vous dire qu'en sortant d'ici, je vais le lire par contre. Et faites-en autant. On découvre des perles chez les libraires. Moi, j'ai des découvertes chez des petits libraires, de petits coins de plage, magnifiques. Et je suis allée dans votre librairie, donc on va en parler après. Alors, ça. Mais en fait, il n'est pas tellement connu du grand public, effectivement, Hubert Mingarelli. Mais avec ce livre qui n'est pas tout jeune, puisqu'il date de 2003, il a eu le prix Médicis. Bien sûr, le prix Médicis, c'est ce que je viens de voir, oui. Mais en fait, je l'ai pris dans la bibliothèque dans la librairie parce que c'est un petit bijou, finalement. Lui, il a une écriture très sobre. Il fait des phrases courtes. Et j'aime bien ces écrivains qui en disent peu, mais qui en disent beaucoup, qui font passer beaucoup d'émotions. Et son sujet, là, c'est un sujet universel. Enfin, ça parle de soldats, mais c'est pas un livre de guerre. Et c'est une sorte d'hommage aux petites gens. En fait, donc, nous sommes en 1919. Oui. Le conflit soviéto-polonais qui a commencé en 1919. Donc, ce sont les soldats de l'Armée rouge qui rentrent dans une longue attente, qui doivent se replier dans une forêt avant que le conflit arrive. Donc, c'est l'hiver, il fait très froid. Ils se déplacent, mais ils doivent se maintenir en vie. En fait, ils doivent se maintenir en vie jusqu'à ce que la guerre soit déclarée pour pouvoir servir de chair à canon. Enfin, voilà. Donc, ils rentrent dans cette longue attente. Et il y a donc 4 soldats. Il y a le narrateur qui s'appelle Beria, dont on ne connaît pas grand-chose, sauf qu'il est très seul et donc il se lie avec Pavel, celui qui se débrouille, le débrouillard. Et puis il y a aussi Kiabin, le colosse. Et puis un autre, Sifra, qui ne parle pas beaucoup. Et ces 4 personnages qui sont des petits personnages anonymes, finalement, vont lutter ensemble contre le froid, contre la faim, parce qu'il va falloir aller chercher à manger, contre le manque de cigarettes, le manque de thé, contre la crasse. Et puis, leur amitié va se créer à travers tous ces silences, parce qu'ils ne parlent pas beaucoup non plus, eux. Oui. Mais ils sont
unis par l'adversité de la nature, etc. Et bon, arrive aussi un 5e personnage. Alors, donc ils vivent... Mais vous racontez pas tout. Je ne raconte pas tout. Je dis simplement que ils ont des sortes de petits rituels pour pouvoir se maintenir en fait tous les jours. Et puis arrive un 5e personnage qui est un jeune garçon qui veut absolument s'enrôler aussi. Donc on l'enrôle, donc il les suit. Lui, il a un carnet et il sait écrire. Donc il leur dit surtout consigne tout et écrit ce qu'on voit, écrit ce qu'on vit. Et du coup, chacun de leurs gestes quotidiens prendra une autre dimension. Parce que c'est voilà. Maintenant, j'en dirai pas plus parce qu'effectivement, l'histoire c'est pas une grande histoire d'aventure. L'histoire elle-même, elle tient en peu de mots, mais c'est tout ce qui nous fait ressentir à travers ce tissage d'amitié. Oui, une histoire d'homme. Une histoire d'homme, oui. Bon, surtout un hommage très humain, un hommage à la fraternité, un hommage à ces petits gens, ces anonymes de la grande histoire finalement, parce que eux, ils savent pas pour quelle grande guerre ils se battent, ils savent pas ce que les hautes sphères ont décidé qu'ils feraient. Eux, ils savent rien, mais ils n'ont pas non plus de haine contre l'armée. C'est juste, ils sont là et puis ils doivent survivre. Alors deux ouvrages très différents, donc très différents. En camping-car de Ivan Jablonka et puis Hubert Mingarelli, 4 soldats, dont on a parlé très vite parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on veut savoir de Myriam, mais que vous trouverez dans la librairie du foyer. L'adresse, au fait, c'est Kikar Masaryk numéro 14. En fait, Sderot Masaryk, c'est boulevard Masaryk, mais c'est comme c'est à peu près sur une place, c'est plus... En mettant, je sais d'expérience qu'en mettant Masaryk, on trouve. Alors, Myriam, ces livres sont chez vous, il y a plein de livres chez vous. On essaye, avoir un peu de tout. Oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tout, beaucoup de tout. Et surtout, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que vous laissez l'espace à la personne qui vient dans votre librairie pour regarder, J'ai remarqué que vous le faisiez avec vraiment beaucoup de tact. Vous laissez vraiment l'espace. On peut prendre un livre, le reposer sans se sentir mal en disant si je sors sans rien, elle va faire la tête. Moi, je pense souvent ça. Hein. Mais non, là, on a le temps de regarder, on a le temps de regarder les lieux aussi. Il y a une ambiance particulière que j'ai remarquée. Et je fréquente beaucoup de librairies. Alors, je voudrais savoir, vous m'avez dit hors antenne que cette librairie existait depuis 1986. Non, la librairie existe depuis 1968. Ah, plus que ça même. Oui, elle a plus que 50 ans. Ah, d'accord. Moi, je suis arrivée en Israël en 1986. Ah, bon, j'avais mal compris. Alors, en fait, j'ai marqué 1986 seulement. Donc, c'est vous qui l'avez reprise à ce moment-là ? Non, à ce moment-là, quand je suis arrivée, j'étais jeune, nouvelle émigrante, et puis j'étais toujours passionnée de livres, et j'avais travaillé aussi dans d'autres librairies en France. Et je suis directement allée voir le monsieur qui la tenait. Il s'appelait Robert Lavie. C'était un Tunisien qui avait créé cette librairie en 68, à l'époque d'Alcher. Donc, il a créé sa librairie petit à petit. Oui. Et je suis allée lui demander s'il avait besoin de quelqu'un. J'ai commencé à travailler là-bas, donc en 86, dans le centre Dizengoff, le centre commercial Dizengoff en bas, là-bas. Et voilà, puis j'y suis restée. Je suis restée toutes ces années, Et puis, il est parti à la retraite, et puis il m'a demandé si je voulais reprendre. Moi, j'ai dit oui, bien sûr, mais j'ai pas le premier sou. Il me dit, c'est pas grave, tu vas me payer petit à petit. Et du coup, l'année où je l'ai reprise, en 2001, la librairie a brûlé dans le Dizengoff Center. Donc, j'ai dû la sortir, mais c'était une bonne chose parce qu'elle est arrivée à la place Masaryk. Du coup, j'avais pignon sur rue et lumière dans la librairie, c'est qui est quand même vraiment... Et vous avez même un étage où on peut... Il y a des livres également et où vous recevez parfois... Des auteurs, oui, c'est là-haut qu'on fait quand on fait des soirées, on reçoit des auteurs, on bouge un peu les tables, on met des chaises et on transforme la galerie en salle de mini-conférence. Alors, selon vous, la communauté francophone, et quand je dis communauté francophone, c'est donc les Belges, les Canadiens, etc. Est-ce que, malgré les moyens dont vous parliez tout à l'heure, qui ont aliéné une certaine liberté, à savoir ordinateur, téléphone, etc., est-ce que les gens lisent ? Je m'inquiète beaucoup, moi, de savoir si les gens lisent. J'ai pas l'impression, maintenant. Les gens lisent moins. Les gens lisent moins parce finalement, ils sont happés par tout ça, Facebook, Internet, et du coup,
ils ont moins le temps d'arriver à la lecture. C'est mon impression. Je ne veux pas dire qu'ils lisent sur d'autres supports. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment pour ça qu'ils ne lisent pas le papier. Mais je pense que les gens ont moins le temps de lire. Ont moins le temps de lire vraiment. Mais ont moins le temps de lire ou prennent moins le temps. Prennent moins le temps de lire, parce que le temps, ils l'ont. Non, prennent moins, là, je pense, c'est plutôt moins ça. Le temps de lire. C'est ça qui est... Mais on se laisse happer par toute cette technologie. Complètement. Ah oui, complètement, je sais bien. Je vous le disais aussi hors antenne, moi aussi, ça m'a atteinte et il a fallu que je rétablisse la chose d'urgence parce que... Et je sentais le manque. C'était vraiment quelque chose qui n'allait pas. Ce n'était pas possible que dans ma journée, je passe tant de temps sur un écran en étant donc d'une passivité totale et en ne découvrant rien d'enrichissant, ou en tout cas pas souvent, parce que même Facebook, je veux dire, parfois il y a un sujet intéressant qui est abordé et puis alors les commentaires fusent de la bassesse la plus innommable et vous perdez votre temps, c'est même pas la peine de... Donc... oui, mais on est happé finalement. On est happé, c'est vraiment le terme. C'est vraiment le terme. Et lire est une action très différente. On s'implique, ça prend du temps. Mais il y a 20 ans, on avait très peur que les plaquettes de lecture évincent les bouquins. Et je crois que non. Non, finalement, non, je pense pas. Moi, j'ai une plaquette de lecture parce que quand je partais une semaine, j'avais une valise et puis une autre valise plus petite pour les livres, mais bourrée à bloc. Donc maintenant, quand je pars, j'ai certains livres que je sais être sur ma plaquette pour être sûre d'avoir quand même. Mais rien ne remplacera jamais de faire ça. Mais peut-être pour nous, mais pour nos enfants, je ne sais pas. Ils sont tellement habitués, ils sont nés dans ce monde-là. Ils sont habitués, c'est vrai, mais je crois qu'ils savent faire la différence. J'ai observé, vous savez, j'ai fait un livre pour enfants. Enfin, j'en ai fait plusieurs, mais j'en ai fait un avec une classe. Donc, on a travaillé ensemble. Et donc, forcément, l'instituteur a fait lire mon livre d'avant, ils l'ont étudié en classe, etc. Et je venais régulièrement toutes les semaines. Et vraiment, ils avaient plaisir, ils découvraient en tout cas, pour certains, le plaisir d'ouvrir, de retrouver les personnages. Je l'ai vu de mes yeux, donc je me dis que tout n'est pas perdu. Non, tout n'est pas perdu. Encore je suis un peu une incorrigible optimiste, mais j'espère que tout n'est pas perdu, parce que le livre, c'est vraiment... C'est un autre monde. Et puis après tout, on est le peuple du livre aussi. Hein. Oui, alors, voilà. Et le peuple du livre et le père du livre, votre papa. Dites-moi 2 mots de votre papa. Vous m'avez dit qu'il avait une librairie ? Mon papa fait beaucoup de choses dans sa vie et puis à la fin, il s'occupait de droits de l'homme. Et il a créé la librairie des libertés à Montparnasse, à Paris. Et il y a déjà... C'était dans les années 80. 80, oui. Et donc j'y plongeais là-dedans à ce moment-là, et c'est là où j'ai appris mon métier de libraire, finalement, dans cette librairie des libertés, où venait pas grand monde en vérité. C'était une toute petite librairie pas connue, où on n'avait que des livres qui touchaient le droit de l'homme. Alors pas forcément des conférences de l'ONU ou des choses comme ça, mais aussi des récits de peuples avec problèmes ou de... Je ne me rappelle plus exactement de... Mais c'était passionnant. Mais vous deviez avoir un public. Il devait y avoir un public. Il y avait un public. Mais on prenait aussi nos livres sur le dos, puis on allait les vendre dans les conférences qui traitaient de ça, de tel ou tel sujet aussi. Là, vous ne les prenez plus sur le dos. Non, j'ai quelqu'un qui le fait à ma place. Bon. J'ai délégué. C'est déjà le début de la réussite, ça. On sait que ça commence à être bon. Mais c'est vrai, mais quelquefois, moi, quand je pars pour une conférence, je pense souvent, Yael, tu n'aurais pas dû faire dans les livres, parce que c'est lourd. C'est lourd, ouais, dans une prochaine vie, je serai dans les diamants. Comme ça. Ça, c'est bien, les diamants. Je vous inviterai. D'accord. Alors, dites-moi un petit peu comment on mène une librairie. Je veux dire, heureusement, c'est pas des chocolats. Sinon, moi, je sais que j'aurais tout bouffé, la boutique. Mais il y a quand même des lois auxquelles vous obéissez pour commander vos livres. Alors, vous recevez des catalogues d'éditeurs, vous m'avez dit, et vous faites votre choix à peu près comme ça. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de découvrir un auteur ? J'ai presque envie de dire que là, déjà, vous nous avez fait découvrir celui-ci, que moi, je ne connaissais pas. Je ne pense pas qu'il soit très connu.
Est-ce que vous avez déjà découvert une perle comme ça, qui n'aurait pas même réussi, mais dont vous dites, ça c'est quelque chose? Mais c'est pas forcément dans les catalogues qu'on les trouve. En fait, j'ai découvert souvent des livres par les clients eux-mêmes. Ah, voilà, ça c'est intéressant. Et j'adore ça. Ça c'est intéressant. Parce que les gens, eux, ont effectivement, je sais pas, ont découvert ça d'une façon et d'une autre, et puis nous parlent d'un livre, et du coup, c'est arrivé souvent aussi comme ça, effectivement. Oui. Mais bon, on croise aussi des bons livres sur, effectivement, qui n'ont pas la publicité alors il faut. Mais quand je commande des livres, j'essaye de faire au plus juste de ce que je vais vendre, de ce que je sais que le public va acheter. Donc, c'est pas forcément des gens inconnus, parce que non, bien sûr, je peux pas me permettre d'essayer des gens. Enfin, même si on peut recommander aux gens, mais les gens sont pas forcément ouverts à la découverte. Et oui, ça a l'air bien, mais vous avez peut-être autre chose. Et du coup, c'est pas toujours facile quand ils en ont pas entendu parler. Oui. Avant, c'était l'émission de Apostrophe. Oui, Bernard Pivot. Donc, alors, les gens ne le juraient que parce que Pivot avait dit. Et du coup, effectivement. Donc là, on essaye quand même de serrer au plus. Mais le public est vaste, parce qu'on a des demandes un peu plus pointues, moi aussi des demandes plus générales. Et puis, on travaille aussi avec les bibliothèques, donc là aussi, la demande est une autre demande. Oui. Et je sais que le temps passe, mais je voudrais savoir, parce que vous êtes, quand on aime la lecture et quand on habite à Tel Aviv, vous êtes incontournable. Alors, je ne sais pas si toute la communauté francophone dont j'ai commencé à parler tout à l'heure vient chez vous, mais en tout cas, je vous le recommande vraiment, parce que même si on a fait son alia, qu'on aime Israël évidemment, qu'on est fou de joie d'être ici, qu'on est en découverte, et on ne peut pas nier, sauf si on est un enfant, et encore je suis pas sûre, non je suis pas sûre du tout, même pour être un enfant de l'exil, mais on peut pas nier quand même sa culture. Et j'ai pu voir qu'en effet chez vous, voilà, on peut l'agrandir, l'augmenter, augmenter le spectre, et ça fait vraiment du bien. Donc s'enrichir, bien sûr. Mais vous, Myriam, quand il ne s'agit plus de livres, quelles sont vos occupations? Avez-vous d'autres passions? Je ne veux pas utiliser le mot passion, d'autres centres d'intérêt, d'autres plaisirs? J'en ai trop. En fait, comme ça m'étonne. Et du coup, c'est vrai qu'il faut beaucoup de temps pour tout ça. C'est vrai. Mais une fois que mes enfants ont un peu grandi, je commençais à apprendre des choses. Alors, je commençais par le djembé. Ah oui. Et puis après, je suis allée apprendre le violoncelle, parce que j'en avais rêvé, toujours. Et on m'a dit, il faut... mais après 40 ans, enfin, c'est quand j'étais jeune, après 40 ans, c'est complètement... On ne va pas apprendre des nouvelles choses. Et je trouvais ça tellement bête, parce que c'est là où j'ai appris le plus. Oui. Ah oui, c'est bête. Et puis, bon, à part ça, j'aime tricoter, crocheter. D'ailleurs, j'avais ouvert un petit morceau de la librairie pendant 4 ans. Les gens s'en souviennent peut-être, le magasin de laine, effectivement, qui avait bien marché. C'était très agréable, parce que c'était autre chose, c'était une autre expérience, mais c'était une autre facette de moi. Les gens étaient un peu étonnés, mais oui. Et maintenant, je me suis mise à la dentelle au fuseau. Et la dentelle au fuseau, ici, c'est absolument pas... Les gens ne connaissent pas du tout. Le fuseau, là? Oui, derrière, les petits bouts de bois auxquels on attache des fils, et on fait des nœuds avec, et on met des épingles. Et donc, voilà, c'est encore une passion. Donc, j'adore découvrir des nouvelles choses et apprendre des choses, et des langues, et des sortes de choses. Et ben moi aussi, et c'est pour ça que vous êtes là, et je crois que vous allez revenir si vous en êtes d'accord, parce que nous sommes au terme de l'émission. Je ne l'ai pas vu passer, je ne sais pas vous, mais moi je ne l'ai pas vu passer. Moi non plus. Beaucoup de choses que je voulais encore vous demander, mais
nous avons le temps. À la rentrée, je pense, on se reverra. Et en attendant, chers amis auditeurs, et en vous disant au revoir, je voudrais vraiment que vous fassiez un tour dans la librairie du foyer. Et je dis bien dedans parce que vous allez monter, descendre et discuter avec Sarah qui travaille avec vous, moi, n'est-ce pas? Et avec Myriam que vous avez ici. Et je peux vous le dire, parce que ça n'est pas notre premier entretien, qu'on en ressort détendu, heureux et avec l'impression d'avoir appris quelque chose. C'est tellement rare que je vous le recommande. Librairie du foyer à Tel Aviv. Merci, à mardi prochain.